Législative au Bénin le 26 avril, les organisations de la société civile font part des irrégularités enregistrées sur le terrain. En Guinée, démarrage des révisions des listes électorales pour la présidentielle de 2015. Les réclamations de l'opposition n'émoussent pas la détermination de la CENI. Des milliers de Gabonais ont accueilli hier la dépouille de l'opposant André Mba Obam. Il sera inhumé vendredi dans son village natal. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à ce journal que nous démarrons par quelques nouvelles du Togo. Jean-Pierre Fabre, principal opposant du président sortant Faure Gnassingbé à la présidentielle au Togo, a déclaré ce mercredi se considérer comme le président élu, rejetant ainsi les résultats frauduleux de l'élection. Le candidat de CAP 2015 conteste donc les résultats officiels de l'élection présidentielle de samedi dernier, annoncés par la commission électorale qui le crédite de 34,95% des suffrages contre 58,75% pour le président Gnassingbé. À la question, vous considérez-vous comme le nouveau président de la République élu? Il a répondu bien sûr. Nous y reviendrons plus amplement dans d'autres éditions. Les révisions des listes électorales pour la présidentielle de 2015 ont débuté en Guinée. Malgré les réclamations de l'opposition qui souhaite la révision du calendrier électoral, renvoyant les élections locales après la présidentielle, la CENI continue son processus en vue de la présidentielle prévue le 21 octobre prochain. L'opposition avait prévu une marche pacifique jeudi dans la capitale, puis une autre la semaine suivante à l'échelle nationale. Mais elle y a renoncé mardi pour manifester dans tout le pays le 4 mai afin d'exiger la révision du calendrier électoral. Le nœud du problème étant le classement du déroulement des élections. Pour l'opposition, les locales doivent précéder la présidentielle d'octobre. L'annonce intervient après des discussions entre l'émissaire de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et des responsables politiques guinéens. Mais la CENI semble imperturbable. Vous avez constaté qu'il n'y a pas assez de personnes venues pour s'enrôler. On a même demandé les membres des CAL, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que c'est seulement après 14 heures. Et que pour la plupart des cas, c'est vers la fin de la période qu'il y a engouement. Donc cela ne dépend pas forcément de la CENI. Ça dépend aussi des partis politiques. Ça dépend des citoyens. Il faut que les partis politiques arrivent à mobiliser correctement et entièrement les militants. Le président Alpha Condé a catégoriquement exclu une révision du calendrier électoral exigée par l'opposition pour reprendre le dialogue. Le processus va donc simplement suivre son cours, quels que soient les obstacles. Sur le sujet, la CENI assure respecter la Constitution. Certains pays de repousser la date des élections présidentielles. Mais en Guinée, la CENI a dit non, il faut se soumettre au texte. La loi, la Constitution dit qu'il faut faire l'élection du président de la République dans la période du 21 septembre au 21 octobre. C'est la période. 90 jours au plus, 60 jours au moins. Maintenant, si on nous pousse, ce n'est pas autre chose. Nous appliquons la loi. L'opposition entend conférer les meilleures chances de réussite et de succès à sa prochaine manifestation. Elle y invite les Guinéens à exprimer par leur présence massive leur rejet des pratiques actuelles en matière de gouvernance politique, économique et sociale. La dernière mobilisation nationale de l'opposition le 23 avril s'est soldée par la mort d'un de ses partisans à Labé, au centre-nord du pays. Au moins une dizaine de blessés parmi les civils, ainsi que les forces de l'ordre déployées pour empêcher les manifestations. Les Béninois ont procédé dimanche au renouvellement de leur Parlement. Le vote du 26 avril s'est déroulé dans un calme apparent. Dans la réalité des faits, il y a eu assez de mal-donne. C'est le constat fait par la plateforme des organisations de la société civile, un groupe de veille des ONG appuyé par le programme des Nations Unies. Reportage. Elles sont une cinquantaine d'organisations de la société civile à se mobiliser pour cette cause. Prévenir toute violence en période électorale à travers la veille citoyenne. Lancée à la veille du scrutin du dimanche 26 avril, la plateforme a accompli de nombreuses actions pour assurer la veille. Le président de la chambre de médiation, l'une des 3 chambres de la plateforme, reconnaît la pertinence de la mise en place de cet outil.
À l'issue de cette première expérience avec l'outil innovant qu'a constitué la conjugaison des actions des 3 chambres du plateau technique, nous pouvons conclure qu'elle a été opportune et fructueuse. Et nous nous réjouissons de ce qu'elle a reçu l'approbation et les encouragements de bon nombre de représentations diplomatiques, partenaires financiers et techniques, ainsi que les délégations des observateurs de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'OIF, etc., qui nous ont visités. La plateforme, appuyée par le programme des Nations Unies pour le développement, entend tout mettre en œuvre pour prévenir toute crise pré- ou post-électorale. Elle en appelle à la responsabilité des acteurs clés chargés de l'organisation des élections en cours et celles à venir. Le dépouillement a été fait in situ et tout le monde a pu recueillir les différents suffrages. Il faut que la Sénat et la Cour constitutionnelle regardent bien les choses pour que nous n'ayons pas des dérapages après. Le prochain vote, c'est un vote de proximité. Si je n'ai pas celui qui peut prendre les destinées de mon village près de moi et que c'est à 5, 4 ou 12 kilomètres que j'irai le chercher, je risque de ne plus voter. Donc c'est une question très importante. Il faudrait que la Sénat et le CNT réfléchissent à cette question-là rapidement pour permettre que le vote soit un véritable vote de proximité. Des recommandations et défis ont été émis à l'endroit des acteurs. Leur prise en compte participerait à l'apaisement et du perfectionnement de l'organisation des élections en République du Bénin. Arrivé hier au Gabon de la dépouille mortelle d'André Mba Obam, dit Amo, ils étaient des milliers de Gabonais à s'être rendus à l'aéroport de Libreville pour recevoir leur leader et lui rendre un hommage. Retour sur l'accueil triomphal de la dépouille à travers ce reportage. Grande figure de l'opposition, décédé au Cameroun le 12 avril, le voilà de retour au Bercail. Par milliers, les sympathisants de la personnalité, la plupart en larmes, ont accompagné le cercueil de l'opposant dans un immense cortège de l'aéroport de Libreville jusqu'à un stade pour lui témoigner leur estime. Le cercueil, recouvert d'un drapeau gabonais, a été posé sur un pick-up qui a emprunté le principal axe de la capitale. Sur la voie express, une foule impressionnante formait le cortège. L'escorte est arrivée au stade du quartier populaire de Nzenganyong après plusieurs heures de marche. Nous continuons à pleurer Amo et je crois que Amo est irremplaçable. Donc c'est pourquoi nous sommes venus massivement ici à l'aéroport accueillir sa dépouille mortelle et l'accompagner avec dignité dans sa dernière demeure. Oui, nous pleurons Amo, le peuple gabonais pleure Amo et on a coutume de dire, et d'ailleurs on dit que le pouvoir appartient au peuple, seul le peuple est souverain. Vous voyez qu'effectivement tout ce peuple-là, tous les Gabonais se sont déployés massivement à l'aéroport international Yomba pour venir accueillir le président élu en 2009. Nous pleurons un grand homme qui avait l'amour de son pays et aujourd'hui nous pleurons vraiment qui a valorisé l'opposition gabonaise. Sans incident, s'est effectué le mouvement qui était encadré par de nombreux policiers. Les forces de l'ordre étaient sifflées par des manifestants qui huaient chaque passage d'un hélicoptère survolant la foule. Ancien ministre de l'Intérieur, Amo était passé dans l'opposition à la mort d'Omar Bongo. Candidat à la présidentielle de 2009, il avait contesté la victoire du fils de l'ancien président Ali Bongo Ondimba. Il était ensuite tombé malade et une partie de ses partisans accuse le régime de l'avoir empoisonné. La mobilisation à l'occasion du retour au pays de la dépouille d'Amo est une démonstration de force de la vie de l'opposition. Jeudi, sa dépouille sera de nouveau transportée vers sa ville natale de Médoune pour un nouvel hommage avant des obsèques dans l'intimité familiale vendredi.
Rendons-nous à présent au Népal. La police anti-émeute népalaise a dû intervenir ce mercredi pour contenir la colère de milliers de Népalais voulant quitter Kamandou. Des échauffourées qui éclatent 4 jours après le séisme qui a tué 5000 personnes au moins et poussé à bout les habitants de la capitale en ruine. Des milliers de personnes épuisées par les répliques, l'absence de logement et des réserves alimentaires qui baissent s'étaient rassemblées avant l'aube à la gare routière pour monter à bord d'un des bus spéciaux promis par le gouvernement et quitter la ville de Katmandou. Mais la colère est montée dans la foule devant l'absence de ces bus et des échauffourées ont éclaté avec la police anti-émeute envoyée pour tenter de contenir la situation près du Parlement. Le gouvernement a annoncé qu'aujourd'hui les bus allaient partir à 6 h du matin pour différentes régions de Népal. Il y avait plus de 500 bus. Je suis venu à 3 h du matin. J'ai fait la queue pendant 4 heures sans rien. Et maintenant le gouvernement dit qu'il n'y a plus de bus. Donc c'est pour ça que les gens sont en colère. Les répliques du séisme ont nettement diminué, mais des centaines de milliers de personnes continuent de dormir dans la rue, leur logement ayant été détruit ou fragilisé. Dans les villages de campagne difficilement accessibles, le désespoir est aussi à son comble. Les survivants demandent à être évacués quand un hélicoptère de secours parvient jusqu'à eux. Rappelons que plus de 5000 personnes ont été tuées au Népal par le séisme de magnitude 7,8 survenu samedi et environ 8000 personnes blessées. Selon l'ONU, 8 des 28 millions d'habitants du pays ont été affectés par la catastrophe. Les équipes de secours d'un grand nombre de pays viennent en aide aux autorités du Népal, l'un des pays les plus pauvres d'Asie. La Commission européenne s'inquiète par rapport à la radicalisation de jeunes musulmans européens et les menaces de nouveaux attentats en Europe. Elle s'est prononcée sur la stratégie à mettre en place pour renforcer la sécurité face au phénomène sans pour autant porter atteinte aux libertés au sein de l'Union. L'Europe est sujette à des actes terroristes récurrents. Ainsi, on y observe la radicalisation de jeunes musulmans européens et des menaces d'attentats sur le continent. Des événements qui obligent l'Union à renforcer la sécurité au sein de ses États membres. Si la sécurité est primordiale pour les États membres de la Commission, il n'est cependant pas question de réduire les libertés au sein de l'Union. On a une responsabilité en tant que Commission européenne de protéger les droits fondamentaux de nos citoyens. Donc, on va aussi vérifier les mesures qu'on prend. Est-ce qu'elles sont proportionnelles aux menaces à la sécurité des citoyens européens? Et je crois qu'il y a une prise de conscience dans tous les États membres qu'il faut faire davantage pour partager des données qui sont là et qui peuvent aider les autres services à combattre effectivement le terrorisme. La stratégie pour la sécurité intérieure proposée par l'exécutif bruxellois prévoit la création d'un centre européen du renseignement au sein d'Europol pour donner aux États un cadre de coopération afin de renforcer les points faibles de l'Union européenne. Une proposition qui concorde avec celle de la Commission qui préconise de lever les barrières entre les États afin d'aboutir à une meilleure coopération. Merci pour votre aimable attention. C'est la fin de ce journal que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Au revoir.